il faut revenir juste un instant sur ce qu'est le fondement de notre système, c'est-à-dire l'accord de 70 et la loi de 71. Alors je ne vais pas vous la décrire maintenant, on vous a dit que j'étais prof, rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours. Mais je voudrais quand même souligner une chose à propos de cet accord et de la loi dite Delors. C'est que nous avons construit à ce moment-là un système qui est un peu un système dual. D'un côté, ce qu'on appelle aujourd'hui le plan de formation, dont l'initiative revient principalement à l'employeur. Du même coup, d'ailleurs, toute action de formation inscrite dans le plan fait partie de la relation de travail, est un élément constitutif de la relation de travail, à tel point, vous le savez, qu'un salarié qui refuserait de partir en formation sera en faute professionnelle. Et puis, la suite logique des choses, c'est évidemment que la formation se fait sur le temps de travail effectif, payé plein pot. Le salarié, bien sûr, a souvent son avis à donner, mais l'initiative, la responsabilité majeure, c'est quand même du côté de l'employeur. Ça a été voulu comme tel, et d'ailleurs, ça a à l'époque surpris ceux qui étaient, par exemple, issus des courants plutôt de l'éducation populaire, qui voyaient dans la démarche de formation quelque chose qui était beaucoup plus une démarche de l'individu, qu'on faisait en dehors de la relation de travail elle-même. Mais, à l'époque, les partenaires sociaux et l'État ont souhaité ouvrir un autre espace pour la formation professionnelle, qui par contraste est l'espace de l'initiative laissée à l'individu et j'allais dire à lui seul. Cet espace, vous le connaissez, c'est celui du congé individuel de formation, puisque le salarié qui souhaite partir en congé individuel, évidemment, doit quand même demander à son employeur, mais qui n'a que cette petite capacité qui lui est laissée que de différer. Mais il ne peut pas refuser. Et la discussion sur l'attribution ou non du congé individuel de formation se fait dans un cadre paritaire, c'est-à-dire en dehors de la relation de travail classique. Alors on voit bien la raison d'être de cette architecture, je ne vais pas m'y arrêter longuement, mais le problème c'est que ces deux piliers en quelque sorte qui étaient censés s'adosser, cette machine qui devait fonctionner avec d'un côté une responsabilité très forte du côté de l'employeur et de l'autre un espace laissé à l'initiative individuelle, eh bien finalement ça n'a pas si bien marché que ça pour des tas de raisons. Et quand on regarde les tentatives de réforme successives, pas seulement les tentatives, aussi les réformes réussies naturellement, depuis le début des années 70, on a quand même le sentiment que de manière tâtonnante, les partenaires sociaux ont cherché à ouvrir une sorte de troisième espace. Alors ce troisième espace, il s'est appelé le co-développement, la co-initiative, les formations d'initiatives communes, etc. On lui a trouvé plusieurs noms. Vous savez qu'il y a un accord interprofessionnel qui portait précisément, par exemple, sur le co-investissement en formation. Il n'a guère été appliqué parce que les textes étaient assez tarabiscotés et peu applicables en entreprise. Mais déjà là, il y avait un signe. Quand on a essayé par accord de branche, de prélever un certain nombre de sommes sur le congé individuel pour construire des parcours qualifiants dans les branches professionnelles. C'est aussi le même état d'esprit. Comment est-ce qu'on peut construire des choses qui visent la progression professionnelle, la qualification, et qui soient construits, bien sûr, dans une démarche qui est une démarche volontaire de la part de l'individu, mais dans un cadre un peu collectif. Donc progressivement, on a tâtonné pour chercher à construire cet espace-là. Et ce à quoi Pierre Courbebès faisait allusion tout à l'heure, ce fameux droit individuel, transférable, garanti collectivement, qu'on évoquait dans le livre blanc de Nicole Perry, c'était une autre tentative pour aller dans ce sens-là. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Et surtout, est-ce que l'accord qui a été signé en décembre 2003 et la loi Fillon qui a transcrit l'essentiel de cet accord vont bien dans ce sens-là, de la construction d'un troisième espace? À mon sens, oui, pleinement. Alors, pour une première raison, il faut relire le texte de l'accord interprofessionnel et pas faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire sauter le préambule en disant tout ça c'est du baratin, aller rapidement sur la première partie où là on parle de dispositifs divers et variés pour se précipiter bien entendu sur la dernière partie qui est la partie financière où là enfin on parle de tuyauterie de gros sous. Non, 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 non. Il faut relire le préambule et il faut relire la première partie attentivement. Qu'est-ce qui nous y est dit par exemple? Que l'entretien professionnel doit devenir une obligation. Qu'il faut développer le tutorat. Qu'il faut d'ailleurs d'une manière générale développer les formations d'alternance. Qu'il faut, si possible, essayer de garder une traçabilité des choses qui ont été acquises en situation de travail ou en formation à travers un passeport formation. Qu'il faut continuer à développer la validation des acquis d'expérience dont le cadre législatif avait été adopté peu de temps avant. Et puis qu'il faut aussi développer le bilan de compétences. Alors tout ça, ce sont des rappels, me direz-vous, ce ne sont pas des obligations juridiques qui pèsent brusquement sur les entreprises, encore que certaines de ces dispositions ont maintenant sont opposables en quelque sorte.
Je pense que l'essentiel, c'est qu'à travers ces dispositions, ce que les partenaires sociaux ont affirmé, et là c'est écrit quasi tel quel dans le préambule, c'est que désormais, sur un marché du travail tel que nous le connaissons, et que nous le connaîtrons a fortiori demain, dans les organisations du travail telles qu'elles sont aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que le salarié soit acteur du développement de ses propres compétences et acteur de son propre parcours de progression professionnelle. Langage qui, soit dit en passant, 8-10 ans auparavant, aurait été très mal reçu des organisations syndicales. Pourquoi l'ont-elles accepté? Sans doute parce que les réalités du marché du travail se sont imposées, qu'il faut bien tenir compte de ces réalités-là. Mais peut-être et surtout parce que du côté patronal, il me semble qu'on a aussi admis que dès lors qu'on souhaitait que le salarié soit acteur du développement de ses propres compétences, acteur de son propre parcours, on ne pouvait pas en face le laisser sans ressources pour construire ce parcours, pour construire ses compétences. Et ces ressources, ce sont notamment celles que je viens d'indiquer. Comment sanctionner ce qu'on a appris, le valoriser, le reconnaître, la VAE. Comment faire le point sur un parcours quand tout à coup il devient incertain. Le bilan de compétences est là pour ça, etc. Je pourrais continuer. Et puis enfin, dernière ressource, évidemment, celle de l'accès aux stages de formation, aux actions de formation qui, bien évidemment, à certains moments, sont tout à fait indispensables pour construire son parcours. Tout ne se construit pas en situation de travail. Alors c'est là où, effectivement, les partenaires sociaux font une innovation majeure parce qu'au fond, ils cassent ces deux piliers que j'évoquais tout à l'heure et ils créent un troisième espace qui est caractérisé par le fait que ce sont des formations qui vont viser le développement des compétences et pas simplement l'adaptation à l'emploi dont on réaffirme que c'est bien une obligation pour l'entreprise. Ça vise le développement des compétences, ça peut être fait en partie en dehors du temps de travail. Vous voyez que là on casse aussi un dogme qui était très profondément ancré dans les esprits depuis 1971. Et puis on voit bien que ces formations visant le développement des compétences, etc., elles vont être un petit peu co-décidées dans un dialogue entre l'employeur et le salarié. Encore faut-il que le dialogue ne soit pas déséquilibré. Et c'est là où intervient le DIF. D'habitude, quand on parle de cette réforme, on dit le DIF, le DIF, le DIF. Vous voyez, moi j'en parle en dernier, parce que pour moi le DIF est simplement un outil de plus pour favoriser dans les entreprises un dialogue équilibré entre l'employeur et le salarié dans une perspective qui est simple finalement. Rendre le salarié acteur de son parcours de progression professionnelle, rendre le salarié acteur du développement de ses compétences, mais bien entendu pas de compétences qui n'intéressent pas du tout l'entreprise, pas d'un parcours qui va le conduire vers toute autre chose. Là, il y a d'autres solutions, d'autres ressources. Non, un parcours, des compétences qui intéressent aussi l'entreprise dans sa réussite économique, dans son développement. Il me semble que c'est ça l'esprit de l'accord. Alors évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça remet en cause un peu ces dualités qu'on avait construites dans nos têtes. Parce que ça passe par de la procédure, ça passe par des choses qu'il faut instrumenter au fur et à mesure. Cesser de voir le DIF simplement comme cette espèce de tirelire, là, le petit cochon en porcelaine avec une fente dans le dos dans lequel on met 20 heures chaque année, puis le jour on a envie de partir parce qu'on en a marre du boulot, on a repéré un stage macramé avec des jacuzzis, on casse la tirelire pour partir. Non, c'est pas ça. J'ai ce droit. Quand je dialogue avec mon employeur sur mes perspectives professionnelles, mes perspectives de progression, je dialogue de manière plus équilibrée. Mais même les salariés n'ont pas ce réflexe-là dans un premier temps. Donc cette réforme, je la trouve tout à fait intéressante, tout à fait fondamentale, mais elle nécessite bien évidemment du temps pour rentrer dans la pratique. Rien de surprenant que les chiffres du DIF soient encore décevants, mais ils explosent. Ils sont en train d'augmenter. Rien de surprenant que dans un premier temps, dans les entreprises, on ne faisait pas d'entretien professionnel, on ne s'y soit pas mis tout de suite. Mais petit à petit, ce sont des pratiques qui se répandent. Donc cette réforme, c'est pas, pour prendre une image simple, un bon coup de vitamine pour doper le système de la formation professionnelle. C'est un sucre lent. C'est quelque chose qu'il faut digérer petit à petit, mais qui est porteur, à mon avis, de changements tout à fait fondamentaux.